Comment allez-vous? Non, c'est bon, il y aura pas une vidéo d'horreur, on vient de faire le thread d'horreur 5 histoires, la vidéo d'Halloween. Là, on calme un peu l'ambiance horrifique. J'ai trouvé une nouvelle histoire que j'ai envie de vous raconter parce qu'elle est touchante, cool, surprenante, agréable. Je continue de trouver des adjectifs pour la mettre en avant. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Steven Russell, qui était un fraudeur américain dans les années 90, qui est encore en vie aujourd'hui. En seulement 5 ans, il s'est évadé 4 fois de prison, avec aucune violence, juste des petits subterfuges très malins, auxquels clairement, vous et moi, on n'aurait jamais pensé. Son histoire, elle défonce parce qu'il a un culot incroyable, et surtout, il est touchant, parce que s'il s'échappait de prison, c'était par amour. Pour le moment, c'est peut-être un peu flou pour vous de s'échapper de prison par amour, mais vous allez voir, c'est ce qui s'est passé. Hop là, la petite pause, personne s'y attendait, même moi je m'y attendais pas, mais j'ai oublié de parler du nouveau drop Yoko dans l'intro, donc je le fais maintenant en voix off. On a sorti un nouveau drop qui s'appelle Pachinko, avec plein de nouvelles pièces, y compris le hoodie que je porte tout au long de cette vidéo. Il y a aussi le hoodie Golden Boy, ce pantalon là que je trouve très cool, les chaussettes Yoko, j'adore, je reçois beaucoup de compliments sur les chaussettes. Ça me fait très plaisir, je suis ravi que vos pieds soient à l'abri dans de belles chaussettes Yoko. Bref, voilà, je voulais que vous soyez au courant, passez voir ça, et maintenant, passons à l'histoire. Comme d'habitude, contextualisation, on commence par son enfance, qui est pas ouf. Spoiler. Steven naît en 1957 en Caroline du Nord aux États-Unis, mais avant même sa naissance, c'est déjà la merde. Juste avant sa naissance, ses parents divorcent, et sa mère ne veut pas avoir à élever cet enfant en dehors du mariage, donc elle a une solution pour ça, c'est tout simplement l'abandonner, sur le parking d'un hôpital. Mon frère m'a déjà fait la blague quand j'étais plus jeune. Toi, de toute façon, on t'a trouvé abandonné dans la rue. Ça m'a blessé. Pas très drôle, Florent, cette blague d'ailleurs, sache-le. Lui, c'est la réalité. Rassurez-vous, parce qu'il va être recueilli par une famille très rapidement après son abandon, qui va l'élever comme leur fils. Et qui va lui dire, l'année de ses 9 ans, qu'il a été adopté. Évidemment, il adore, il aime profondément ses parents adoptifs, mais quand même, il comprend pas pourquoi il a été abandonné. Et du coup, pour compenser, il commence à faire des conneries. Genre beaucoup de conneries. Par exemple, à l'école, il adore la bagarre, la castagne. Mais rassurez-vous, à côté de ça, il fait pas que de se bagarrer, il est pris de passion pour un truc, foutre le feu à des choses. C'est pas la meilleure des occupations, c'est pas celle qui débouche sur un avenir incroyable. Ses parents décident donc de le mettre dans un foyer pour garçons, histoire de reprendre en main son éducation et de calmer le jeu. Et devinez quoi, ça marche plutôt bien. Rapidement, il arrête de foutre le feu à quoi que ce soit, il arrête ses bêtises, bref, il se reprend en main et il continue des études dans lesquelles il est pas spécialement brillant. Quelques années plus tard, le foyer c'est fini pour Steven et il entame une nouvelle vie. Dans un premier temps, il va bosser dans l'entreprise familiale, dans l'agroalimentaire, et il se prend aussi un peu de passion, non pas pour foutre le feu à des trucs, rassurez-vous, mais pour la police. Et il devient, sur son temps libre, officier volontaire de police. Ce qui est assez ouf, quand vous allez voir, on apprend la suite de l'histoire et on apprend qu'il va devenir l'un des hommes les plus recherchés du pays. Mais actuellement, ça se passe tellement bien avec la police qu'il se met à fricoter avec la secrétaire du chef de la police, Debbie. Et attendez, il se marie avec et 2 ans plus tard, il a une petite fille, Steffi. Bref, vous l'aurez compris, il s'est vraiment repris en main, il a un travail, il a une femme, il a une fille. Franchement, il est droit et il a l'avenir devant lui, comme on dit. Mais malgré tout, il a une obsession, il veut retrouver ses parents biologiques. Et c'est à cause de cette obsession que Steven va anormalement passer beaucoup de temps dans les fichiers de la police, fichiers dans lesquels tu peux obtenir globalement n'importe quelle information sur n'importe qui. Et cette infraction va payer, parce qu'à force de tryhard, il va retrouver la trace de ses parents biologiques. Ça fait 9 ans qu'il a ça en tête et enfin il a trouvé leur nom, il a trouvé leur adresse et il s'apprête à apprendre un truc qui va le mettre au sol. Quelque temps après qu'il soit abandonné, sa maman s'est en fait remariée avec son père et ils ont ensemble eu 2 enfants qu'ils ont cette fois gardés et qu'ils élèvent dans la maison familiale. Voilà, en gros, c'est une famille normale, juste Steven, il a dégagé quoi. Malgré tout, il se remet de ce coup dur, n'oubliez pas qu'il a une femme, des enfants, un travail, il continue sa vie et en 1985, nouveau coup dur, son père adoptif décède. Et ça l'affecte énormément à tel point qu'il remet un peu toute sa vie en question. Et il se rend compte qu'en fait, il pense que ça fait pas mal d'années qu'il a refoulé son homosexualité à cause de ses parents très conservateurs et religieux. C'est souvent quand on vit un truc très dur qu'on se rend compte de certaines choses et qu'on décide de changer de vie et prendre un nouveau départ. Et ben là, c'est ce que Steven va faire. Il explique à sa femme qu'il est en réalité homosexuel et il divorce à l'amiable. Puis il décide d'aller à Los Angeles pour repartir à zéro. Il trouve un job sympa, il cache plus du tout son orientation sexuelle, c'est bon, il s'assume, il est lui-même. Sauf que, on est dans les années 90 et il y a énormément d'homophobie. Et son boss, en comprenant que Steven est homosexuel, va tout simplement le dégager, du jour au lendemain. Là, clairement, il est démotivé. Il se dit, bon, bah vas-y, flemme de trouver un travail, si c'est pour me faire humilier à cause de mon orientation sexuelle, je vais trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Et le premier autre moyen qu'il trouve pour gagner de l'argent, c'est une petite fraude à l'assurance. Il veut simuler un accident pour toucher les 40 000 $ de son assurance. Vous connaissez la suite, c'est la pire idée, l'assurance mène l'enquête et elle se rend compte que Steven a complètement menti. Ils appellent donc la police pour les prévenir, la police fait une petite enquête histoire d'eux et elle découvre des trucs encore plus compromettants. Steven est un petit cachotier, il nous l'a pas dit ni à vous ni à moi, mais en fait, il avait une fausse carte d'identité, ainsi qu'un faux passeport, ainsi que des fausses Rolex qu'il vendait très cher. Pour cette fois, Steven est relâché sous caution. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le système fait que quand tu es jugé, tu peux payer une caution qui t'offre du temps de liberté avant de débuter ta peine de prison. Et c'est pendant cette petite période de liberté que Steven fait une rencontre
game changer. Il fait la rencontre de James Campbell et les deux tombent fous amoureux. À tel point qu'ils vont se mettre en couple et emménager ensemble très rapidement à Palm Beach en Floride. Bref, ils vivent leur meilleure vie et c'est la première fois que Steven vit un truc pareil avec un homme. Et oui, n'oubliez pas que c'est récent pour lui son coming out. La justice arrive en Y puisque le jugement de Steven a lieu et il est condamné pour fraude à 6 mois d'emprisonnement ferme. On est en 1992 et c'est fini de kiffer avec son amoureux Steven. Tu vas dans la prison d'Harris County à Houston et ton amoureux, tu l'auras au téléphone. Malheureusement, son amoureux, James, est atteint du sida et il est dans une phase avancée du sida. Et autant vous dire que dans les années 90, le sida, c'est vraiment mal soigné. Donc James n'a plus beaucoup de temps devant lui. Et c'est pour ça que Steven pète un câble parce que il sait que son amoureux n'a plus beaucoup de temps à vivre et malgré tout, il va perdre 6 mois. 6 mois pendant lesquels il sera en prison. Et pour lui, ça c'est inconcevable. Il va donc mettre toute son énergie dans l'élaboration d'un plan pour se casser de tôle. Il prend un job au sein de la prison, ce qui fait qu'il sort plus régulièrement de sa cellule que s'il en avait pas, et ça lui permet d'analyser beaucoup plus rapidement l'environnement dans lequel il se trouve. Il repère une pièce dans laquelle les nouveaux détenus arrivent et laissent leurs vêtements de civil avant de rejoindre leur cellule. Pour Steven, c'est réglé. Il vole un jean, il vole un t-shirt, et il les cache dans sa cellule. Il a repéré que l'infirmière a un talkie-walkie pour parler avec les gardes. Il va se faire passer pour un malade, et lors de son passage à l'infirmerie, ce talkie-walkie, il va le voler. On est le 22 mai 1993, et Steven décide que c'est le jour où il va retrouver son amoureux. Il enfile les vêtements, il prend le talkie-walkie, et il attend que les gardiens aillent se faire une petite pause clope. Il reste une seule gardienne qui fait pas trop gaffe à ce qui se passe autour d'elle. C'est maintenant ou jamais. Steven marche d'un air confiant vers la porte qui permet de sortir du bloc, et ça marche, la gardienne fait pas trop gaffe. En levant la tête, elle voit quelqu'un habillé en civil avec un talkie, et elle lui ouvre la porte. Il marche fièrement vers la sortie, il tape contre la vitre de l'accueil en montrant son talkie-walkie, et devinez quoi, la personne lui ouvre. On lui demande pas de s'identifier, on lui pose pas de questions, bref, c'est tellement gros ce qu'il est en train de tenter que ça passe. Genre personne ne tenterait ça s'il était en train de s'évader. Steven vient donc de s'enfuir d'une des plus grosses prisons du Texas en marchant tout droit vers la sortie. Bon c'est cool, il s'est échappé, sauf que maintenant il est en cavale, et il va tôt ou tard se faire griller parce que sa cellule est vide. Alors qu'est-ce qu'il va faire selon vous? Est-ce qu'il va faire une McAfee et fuir au Guatemala? Est-ce qu'il va changer d'identité et de vie à tout jamais? Est-ce qu'il va faire un move de génie comme à chaque fois? Non! Steven il va juste chez James, il lui dit « Je t'aime mon amour, je suis ravi de te retrouver » et c'est tout, y a pas de plan. Sans pression, ils préparent leur petite valise, 3 caleçons, 2 t-shirts, ils vont à l'aéroport et ils comptent se barrer une semaine au Mexique en vacances. Arrivé au Mexique quand même, Steven se dit « Attends, je peux pas m'en sortir, ils vont me retomber dessus. Il faut que j'ai un plan, il faut que je fasse un truc de malade là. » Et il a une idée. Il appelle la prison, il parle aux gardes et il leur dit « Ah les gars, c'est Steven, le mec qui s'est échappé. Sachez que là je suis en République Dominicaine, je me la coule douce au soleil et je voulais juste vous présenter mes excuses pour m'être échappé pendant votre pause clope. » Et franchement, il est fier, il se dit « Mec, j'ai tellement brouillé les pistes, j'aurais fait croire que j'étais en République Dominicaine. Je suis tellement un génie !» Devinez combien de temps il arrive à rester au Mexique sans se faire retrouver après ça? 2 ans. C'est énorme. Malheureusement, l'état de James se dégrade fortement à cause du sida et ils sont dans l'obligation de rentrer aux États-Unis pour qu'on lui prodigue des soins urgents. Et forcément, il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis, les soins coûtent cher, très cher. Donc Steven, il doit trouver des moyens de faire de l'argent pour payer le traitement à son copain. Évidemment, il se fait de l'argent en faisant des trucs illégaux, en fraudant comme il l'a fait avec l'assurance une première fois, ce qui le remet vite sur le radar de la police. Les policiers le retrouvent et le mettent en prison. Cette fois, il n'y a pas d'histoire de liberté sous caution, il s'est échappé, ils vont pas refaire l'erreur. Et malheureusement, pendant qu'il est en prison, James décède de sa maladie. Tout pourrait s'arrêter là. On pourrait se dire que c'est bon, il a fini sa folie amoureuse, qu'il a plus grand chose à faire à part purger sa peine puis retourner à sa vie normale. Mais non. En 1995, alors qu'il passe tout son temps à la bibliothèque de la prison, Steven va tomber amoureux d'un autre homme. Cet homme, c'est Philip Morris. Rien à voir avec les clopes. Philip Morris est un homme intéressé par la loi. C'est donc tout naturellement que Steven, pour le séduire, va lui mentir droit dans les yeux en faisant genre qu'il est juriste. Juste pour l'impressionner. Comme ça, on commence le couple sur de bonnes bases, du bon mensonge. Les deux hommes tombent amoureux et Steven se débrouille même pour être enfermé dans la même cellule que Philip Morris. Son voyage en prison se transforme donc en une colocation entre amoureux. Cette colocation, elle dure 1 an. 1 an après lesquels les deux hommes, en octobre 96, sont libérés sous contrôle judiciaire. Ah, sacré Steven. Fais des petits boulots à droite à gauche et kiffe ta vie, une vie normale, loin de la prison. C'est pas les plans de Steven. Steven, il veut impressionner Philip Morris. Oh, je parle pas des clopes, hein. Et pour ça, il veut devenir un grand nom dans la finance. Il a pas de diplôme en rapport, hein. Il commence par écrire une annonce de recrutement dans un journal local. Vous avez bien entendu, une annonce de recrutement. Dans l'annonce, il se présente comme une importante multinationale à la recherche de cadres expérimentés. Parce que comme ça, il y a des tas de gens qui sont très qualifiés dans le monde de la finance qui lui envoient leur CV. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les CV et il va faire un bon remix pour faire son propre CV crédible de mec qui pèse dans la finance. Peu de temps après, il tombe sur une offre d'emploi pour devenir directeur financier de l'une des plus grandes boîtes de médicaments des États-Unis, la North American Medical Management. Et il se dit, ce job est fait pour moi. Dans son CV, tous les numéros qu'il a associés aux compagnies dans lesquelles il prétend avoir travaillé, c'est des numéros qui sont reliés à sa ligne. Donc quand il reçoit un message d'un recruteur, il le rappelle en se faisant passer pour un mec qui bosse dans l'entreprise en question, et il lui dit, ah Steven, ce mec là bossait tellement bien. Franchement, s'il s'intéresse à vous, vous devriez le prendre, hein.
C'est absurde. Et devinez quoi? Tout le monde l'adore. Ses collègues sont hyper satisfaits, son boss est trop content, il est fier de son travail. L'entreprise va même aller jusqu'à dire que c'est l'un des meilleurs directeurs financiers qu'il n'ait jamais eu, tellement il est efficace. Steven se retrouve donc avec un énorme salaire et il commence à claquer beaucoup d'argent dans le luxe pour impressionner son amoureux Philippe. Il s'achète une villa avec piscine, des Mercedes, ils vont dans des restaurants de malades tous les soirs. Bref, Steven est devenu un golden boy dans le plus grand des calmes, alors que c'est juste le plus grand des mythomanes. Il est directeur financier de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a accès à tous les comptes en banque de l'entreprise. Et donc quand il découvre que l'un des comptes en banque contient 150 millions de dollars, il fait une petite dinguerie. Il prend les 150 millions de dollars et il les investit en bourse, comme ça, sans prévenir personne. Et encore une fois, ce qui est incroyable, c'est que ça marche bien. Son move ne ruine pas du tout l'entreprise, au contraire, ça va générer 1,6 million de dollars en seulement 5 mois. Et lui, il va discrètement se virer la moitié des 1,6 millions sur son compte. Mais alors pourquoi a-t-il pris un tel risque, lui, en tant que directeur financier, parce qu'il a pas le droit de faire ça? Et pourquoi il fait un move dans lequel il risque de faire perdre 150 millions de dollars à son entreprise? C'est étrange. Et ben, il y a une raison particulière à ça, et elle est compréhensible. Souvenez-vous, son premier amoureux, James, est mort du sida. Et il en est mort plutôt rapidement par manque de soins. Pourquoi? Parce que les soins coûtent très cher. Et ça, Steven, ça lui a foutu la haine à jamais envers les entités médicales des États-Unis. Il trouve que le prix des médicaments et des traitements est anormalement élevé. En plus de ça, il a entendu pas mal de fois au bureau des collègues à lui dire des dingueries sur les gens atteints de maladies. C'est donc ce qui l'a poussé un jour à péter un câble un matin en se levant et à prendre les 150 millions de dollars de l'entreprise, à les foutre en bourse en se disant bon, si ça fait de l'argent, je suis bien. Si je perds tout, ce sera ma vengeance contre ces entités médicales. Bref, l'entreprise grille que l'argent a été déplacé. Cette fois, Steven, il risque gros. C'est pas genre de la fraude, c'est du détournement de fonds. Mais cette fois, Steven, il a mis aussi son amoureux dans la merde, le Philippe, parce qu'il a ouvert des comptes en banque à son nom dans son dos sur lesquels il mettait de l'argent qu'il avait gagné grâce à ses multiples fraudes. Cette fois, la police sait très bien à qui elle a affaire, donc il le libère sous caution, mais cette fois, la caution, c'est pas 40 000 dollars comme à chaque fois, c'est 900 000 dollars. Les autorités savent qu'il a pas les moyens de payer une caution aussi élevée, et donc il a pas les moyens de créer une nouvelle opportunité pour échapper à sa peine de prison. Vous le connaissez maintenant, Steven a un plan. Il me donne chaud, il a tellement de plans, la température monte. Steven appelle un ami à lui et lui demande de lui faire une lettre de caution falsifiée qui stipule une caution de 45 000 dollars au lieu des 900 000 annoncés. Arrivé au tribunal, masterclass. Il y a une employée qui passe à côté de lui avec des gros dossiers dans les mains, une employée du tribunal, et Steven fait volontairement tomber par terre la lettre falsifiée de la caution. Vu que le papier a l'air officiel, il y a des tampons, etc., c'est un truc vraiment bien falsifié, bah il y a des agents du tribunal qui ramassent la lettre et qui appellent l'employée pour lui dire qu'elle a fait tomber un papier qui provient sûrement de l'énorme dossier qu'elle a entre les bras. Maintenant que cette fausse lettre de caution se balade dans les dossiers, Steven décide d'appeler le tribunal et il se fait passer pour le juge. Il dit à l'employé au bout du fil qu'une lettre de caution se trouve dans le dossier mais qu'elle n'a pas encore été intégrée au fichier informatique. L'employé pense effectivement qu'il y a eu une erreur, elle retrouve la lettre falsifiée de Steven, sauf qu'elle croit que c'est une vraie, et du coup elle change la caution pour la rabaisser à 45 000 dollars comme indiqué sur ce papier. Steven peut maintenant payer la caution, il sort du tribunal et il est de nouveau en liberté. Quand est-ce que t'arrêtes, Steven? Quand? Quelques jours après, les autorités se rendent compte une fois de plus de la supercherie. Là, ça rigole plus, Steven. Il prend 45 ans de prison ferme. On est en 96, l'année de ma naissance, on s'en fout. Sauf que cette fois, Steven n'est pas incarcéré dans la prison habituelle, il le change exprès de prison pour le mettre dans une prison de laquelle personne ne s'est jamais échappé. L'Estelle Unit à Huntsville, au Texas. Il reprend ses bonnes vieilles habitudes et il analyse. Et il remarque que les médecins qui se rendent à la prison pour soigner des détenus, ils ont une blouse verte. Et cette blouse verte, elle ressemble drôlement à la tenue des prisonniers, sauf qu'elle est verte. Alors Steven il commence à prendre des cours d'art dans la prison dans l'unique but de voler tous les feutres verts qu'il croise. Il verse tout l'encre des feutres dans son évier, il y plonge sa tenue, et devinez quoi? Bah elle ressort verte, c'est tout, la chute est pas à dingue. Il a maintenant une tenue verte qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle des médecins. Et donc Dr Steven décide de sortir de sa cellule et de se casser. Il est de nouveau en liberté, il vient d'échapper à 45 ans de prison. Où va Steven selon vous? Il rejoint son amoureux, mais cette fois ils sont pas débiles, ils changent immédiatement d'état et ils se rendent dans le Mississippi pour essayer d'échapper aux recherches policières. Et je vais vous dire, je suis fier d'eux. Ils apprennent de leurs erreurs, c'est beau, je suis un peu ému. Allez, fin de la blague, les policiers avaient mis Philippe sur écoute, Philippe a appelé sa maman pour lui donner des news, les policiers ont réussi à tracer l'appel. Allez, 10 jours après son évasion, il est donc retrouvé, retour en prison. Steven passe plusieurs mois en prison et il ne s'échappe pas. Les gardes sont presque inquiets, ils se disent ah putain, il s'est pas échappé, il doit aller mal. Et effectivement, il va mal. Il est hyper affaibli, il mange quasiment plus rien, il est squelettique. Les bulletins de santé montrent que Steven a en fait le sida, à un stade très avancé, qu'il a plus beaucoup de temps à vivre. Et dans ce cas-là, la justice autorise les prisonniers à rejoindre des prisons un peu plus light, pour qu'ils profitent, entre guillemets, un peu plus de leurs derniers jours avant de mourir. Il est donc transféré, et quelques temps après son transfert, cette prison hospice reçoit un appel. Cet appel, c'est celui d'un médecin. Un médecin qui leur explique que Steven est éligible à un traitement expérimental censé soigner le sida. Il est donc envoyé en ville pour faire ce traitement, et quelques semaines plus tard, malheureusement, la prison hospice reçoit de nouveau un appel du médecin qui cette fois leur dit que le traitement expérimental n'a pas suffi et que Steven a succombé à sa maladie.
C'est une triste fin pour Steven, c'est brutal, on aurait aimé presque que l'histoire continue. Et elle continue puisque tout est fort. Il s'est échappé. Une fois de plus. En fait, pendant 10 mois, il a pris la blinde de laxatif, Steven, donc il chiait tout le temps. Ce qui fait qu'il a perdu énormément de poids et qu'il avait l'air super faible. Quand il allait à la bibliothèque, il écrivait des faux bulletins de santé et il a réussi à les faire rentrer dans le système interne de la prison. Le médecin qui a appelé la prison 2 fois, c'était pas un médecin, c'était Steven. Et en plus de tout ça, Steven, il a quand même réussi à faire remplir un vrai certificat de décès en se faisant passer, encore une fois, pour un médecin. Donc là, aux yeux des autorités et du monde, Steven est mort. Ce qui intéresse Steven et ce qui nous intéresse aussi, c'est que quand il s'échappe, il retrouve son amoureux, sinon ça sert à rien globalement. Mais cette fois, il y a un problème. Le P, il est en prison. C'est donc tout naturellement que Steven se met à usurper l'identité d'un avocat pour rendre visite à Philippe en prison. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont échappés de prison et qui y sont retournés volontairement. Bon, alors il lui rend visite, il est content, il le voit, il peut lui parler, mais il n'est pas vraiment avocat, donc il va pas réussir à diminuer sa peine de prison. Il faut donc qu'il se paye un avocat méga compétent pour espérer diminuer la peine de Philippe. Il prend donc rendez-vous dans une banque pour essayer d'obtenir un prêt de 75 000 $. Il donne un faux nom, sauf que le banquier est méga suspicieux puisque le nom que Steven lui donne ne correspond à aucun dossier de la banque. Dans le doute, pendant le rendez-vous, le banquier prévient discrètement la police et un agent est envoyé sur place pour éclaircir la situation. Et qui arrive sur place? Un inspecteur qui a suivi le cas de Steven pendant des années. L'inspecteur reconnaît immédiatement Steven et se dit: il est pas mort le frérot? Et le plus ouf, c'est qu'à seulement quelques jours près, Steven il se serait jamais fait retrouver parce qu'il avait un rendez-vous prévu dans une clinique de chirurgie pour tout simplement changer de visage. C'est-à-dire que si ce jour-là il l'avait pas croisé par hasard au coin d'une rue, probablement il l'aurait jamais retrouvé. Cette fois les autorités en ont marre de passer pour des turbo-nulos et ils se disent là vas-y sanction exemplaire. En août 2000, Steven est condamné à 144 ans de prison ferme. En plus de ça, il change ses conditions de détention et il se retrouve en isolement la majeure partie de son temps. Autant vous dire que pousser un chariot rempli de bouffe ou de linge pour observer et préparer un plan, c'est fini. C'est plus possible. Ça fait donc un peu plus de 21 ans que Steven est en prison dans ces conditions. Aujourd'hui, il a quasiment aucun contact humain, il est âgé, il est en fauteuil roulant, et il arrête pas de demander aux autorités de le mettre dans une cellule normale et que de toute façon, il compte plus s'échapper, c'est bon, il a fait 20 ans, il est vieux, il veut juste purger sa peine tranquille. Malheureusement, quand tu t'es échappé 4 fois de prison, bah t'es pas trop en mesure de demander quoi que ce soit, et les autorités en plus, elles se sont faites humilier, c'était un fiasco médiatique, donc elles prennent zéro risque et elles le laissent dans des conditions de détention très dures. Voilà donc comment se termine l'histoire de Steven, l'histoire de ce mec qui s'est échappé plein de fois de prison, il a le record je crois du monde, et il s'est échappé en plus par amour, ce qui rend le truc très touchant je trouve. Aux dernières nouvelles, sa fille lui rend régulièrement visite et il y a aussi des journalistes qui passent le voir et qui recueillent son témoignage, l'histoire de sa vie, le récit de sa vie. Ils le décrivent comme un homme qui a un charisme énorme, une facilité de dingue pour s'exprimer. Bref, c'est vraiment un mec qui a une tchatche de fou et ils comprennent en lui parlant comment il a fait, en fait comment tout ce qu'il raconte est vraiment arrivé, parce qu'on peut se dire mais c'est pas possible, c'est trop gros, mais non, c'est vraiment arrivé. Apparemment en lui parlant, tu te projettes un peu plus sur le pourquoi du comment. Et si vous avez kiffé cette histoire, je vous invite à regarder un film que j'ai moi-même pas vu au moment où je fais cette vidéo, mais que je vais regarder, qui s'appelle I Love You Philip Morris, qui est sorti en 2007-2009, je sais plus, et dans lequel Jim Carrey incarne Steven. Et apparemment, il y a même un petit caméo dans le film de Philip Morris, le vrai, de la vraie vie. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous étiez pas très nombreux à connaître cette histoire. Personnellement, je la connaissais pas du tout, malgré le fait qu'elle soit assez incroyable et qu'il y ait eu un film carrément dessus. Merci d'avoir regardé, à très vite pour d'autres histoires étonnantes. Portez-vous bien. Je galère toujours autant à finir les vidéos.